cette vidéo, je vais vous parler de spiritualisme. Je vais vous parler de la chrétienté. Je vais vous parler des psychanalystes. Je vais vous parler de la pensée moderne, de l'identité de genre et de l'identité du sexe. Et je vais vous parler de Platon qui a créé une idée, qui a créé des modèles philosophiques qui ont changé notre civilisation, qui l'ont fait partir dans des directions inattendues. Je vais vous parler de Nietzsche. Je vais vous parler de Nietzsche qui s'est opposé à tout ça. Je vais vous parler de Diogène qui se baladait à poil, tout nu, à 3 h du matin avec sa lanterne complètement bourrée dans la ville d'Athènes en hurlant « Je cherche l'homme ! Je cherche l'homme ! Avez-vous vu l'homme? Où est-il? Est-ce que quelqu'un a vu l'homme ?» Eh bien, si vous voulez comprendre pourquoi Diogène est-il allé tout nu à 2 h du matin se balader dans les rues d'Athènes, si vous voulez comprendre cela et comprendre un morceau gigantesque de l'histoire, de la philosophie et de la pensée de notre civilisation, eh bien, il faut regarder cette vidéo. Bon, en revanche, si vous êtes là pour regarder une vidéo où il y a un monsieur bizarre qui gambade dans les champs en mangeant des fleurs et en montrant les animaux, et là c'est peut-être pas la meilleure vidéo parce que ce sera que de la parole. Mais en revanche, si vous voulez comprendre pourquoi c'est important de faire des vidéos avec des gens qui courent dans les champs et qui montrent des lapins, eh bien c'est une bonne vidéo pour cela. Je suis coupé dans mon propos par la grêle. Ah, ça rebondit de partout. Ouh là là. Ça rebondit. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, j'ai mes cheveux qui se lèvent. Si j'ai mes cheveux qui se lèvent d'un coup, ça veut dire que je vais me faire foudroyer peut-être. Là, c'est juste le vent. Oui, toutes ces choses, l'abandon de l'ego, toutes ces pensées que les gens à l'heure actuelle attribuent à la spiritualité, au spiritualisme, eh bien toutes ces choses, le matérialisme, les conçoit aussi, mais les matérialistes ont été détruits. Beaucoup d'ouvrages matérialistes de l'Antiquité ont été brûlés, ont été détruits. Donc je propose que l'on reconstruise un matérialisme, mais une philosophie matérialiste, et non un monde sans philosophie, sans sagesse, tel notre monde actuel. Je propose qu'on reconstruise une philosophie matérialiste, qui pense à l'âme, non pas comme quelque chose d'abstrait qui part ailleurs, mais quelque chose d'ici, de maintenant, qui existe dans notre esprit, qui conçoivent les dieux comme quelque chose de supérieur à nous, quelque chose de plus grand que nous, mais ici, autour de nous, maintenant, dans les choses qui sont là, que l'on conçoive une pensée et une sagesse qui enlève le voile de Maya, comme l'appelait Schopenhauer, c'est-à-dire cette illusion de l'ego, mais qui l'enlève sans jamais recourir à de la transcendance, à un truc ailleurs, imaginaire, qui n'existe pas, qui est la chose la plus loin de nous. Non, cette illusion de l'ego, elle est ici, elle est maintenant, elle est autour de nous. C'est les choses qui sont ici. Et quand bien même les choses autour, plus loin, existeraient, des choses bizarres, étranges, oui, il y a des choses étranges et bizarres qui existent plus loin, mais c'est à partir de l'ici qu'on les voit. Le sens de la vie, par exemple. Concevoir que le sens, ce serait comprendre d'où ça commence et vers où ça va. Eh bien, ce n'est pas ça le sens, parce que où ça commence et où ça va, c'est les choses les plus loin de moi. C'est ici la chose la plus proche, c'est de ici que se fait le sens de l'existence. Le spiritualisme pensé par Platon consiste à dire qu'il y a un monde extérieur que l'on voit, que l'on sent, et que ce monde extérieur est une illusion, un mensonge, et que dans notre esprit, l'on peut accéder à un monde immatériel, un monde qui n'est pas fait de matière, et que ce monde qui est immatériel est une réalité, est une vérité, et que le vrai, le beau, le bien, le vrai arbre, le vrai homme se trouve dans ce monde immatériel. Ce monde immatériel qui peut exister en l'absence
de l'existence de ce monde-là. C'est-à-dire que tout peut arrêter, tout peut disparaître. Si rien n'existe, eh bien les idées pures continuent à exister dans le monde immatériel. Et c'est pour ça que souvent j'utilise cette question, qui est un peu l'introduction à cette pensée, je trouve. C'est cette question, est-ce que tu penses que 2 plus 2 est égal à 4 en l'absence du monde, en l'absence de tout ce qui existe? En l'absence de ce qui existe, crois-tu que 2 plus 2 est égal à 4? Eh bien si oui, c'est qu'il y a quelque chose qui peut exister en l'absence de l'existence du monde. Dans un monde des idées, dans un monde, peu importe comment on peut l'appeler, un monde spirituel. Platon pense que pour accéder à la vérité, il faut penser les choses. Que l'on peut accéder à la vérité et aux idées pures par la pensée. Par exemple, si l'on refait le processus pour accéder à la vérité pour Platon, donc à l'idée pure de l'arbre là-bas, ça donne la chose suivante. Avec mon modèle matérialiste, ça donne ça. L'arbre est là-bas, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de choses qui constituent l'arbre. Je perçois ces choses, je reconstruis une petite maquette de cet arbre, une petite construction mentale de cet arbre. Et donc là se produit le rapport entre moi et l'arbre. Platon pense qu'il faut déconstruire cette maquette jusqu'à obtenir les concepts primitifs. Il faut reconstruire une petite maquette de l'arbre sans le tronc, une petite maquette de l'arbre sans les feuilles, sans la couleur, jusqu'à arriver à un concept d'arbre le plus pur possible. C'est-à-dire l'arbre qui n'est ni un sapin, ni un feuillard, ni un hêtre, ni un petit arbre, ni un grand arbre, ni un arbre mort, et réussir à décomposer jusqu'à un concept pur, qui est encore une maquette, selon moi. Et Platon veut donc construire des petites maquettes, petites, augmenter le nombre de maquettes, jusqu'à accéder à une maquette que lui, et donc là on sort du modèle matérialiste, place infiniment loin dans la succession des maquettes que l'on reconstruit. C'est-à-dire que la dernière maquette, qui est l'idée pure de l'arbre selon Platon, n'est plus une maquette faite de matière dans mon esprit, est une idée pure qui existe indépendamment du monde, qui existe sans l'existence de ce monde. Platon place le vrai arbre là-bas. C'est-à-dire que pour Platon, l'arbre le plus vrai, c'est celui que moi je considère le plus abstrait. C'est-à-dire celui qui est le plus éloigné de l'arbre. Et encore plus que le plus éloigné, c'est celui qui est carrément inaccessible puisqu'il est transcendant. Qu'il existe indépendamment de la matière, indépendamment du monde, qu'il est fait d'autres choses. En l'absence de tous les arbres, l'idée pure de l'arbre existe encore. Eh bien moi, je pense que le vrai arbre, il est là-bas. Et que la première maquette que je fais, à savoir la première perception que j'ai de l'arbre, c'est celle qui est la plus proche de l'arbre. Et que, évidemment, je ne pourrai pas accéder à l'arbre, à savoir la vérité de l'arbre. Rien, hormis l'arbre, a accès à la vérité entière, pleine et entière de l'arbre, de toute sa composition, de tous ses atomes, dans sa structure, dans son entièreté, de chaque feuille, de ce qu'il ressent du monde. Tout cela est secret et reste secret dans l'arbre. Et moi, la première chose que j'en ai, c'est le vécu, c'est l'instant pur, la première chose que je perçois de l'arbre. Et à ce moment-là, je perçois, à mon avis, du vrai. Et selon moi, c'est ici que se trouvent les choses. Selon Platon, c'est le plus loin possible dans l'abstraction, dans les maquettes. Je suis quand même embêté d'attaquer Platon sur pas mal de points, notamment l'accès au savoir, que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est vraiment une pensée intéressante et une réflexion intéressante. Vraiment, cette opposition entre le rationalisme et l'empirisme est extrêmement intéressante. L'empirisme qui dit que c'est dans les choses, c'est dans ce brin d'herbe qu'est la vérité du brin d'herbe, et que c'est en observant, en vivant le brin d'herbe qu'on peut obtenir des informations sur sa vérité.
et le rationalisme qui dit qu'il faut utiliser la raison pour comprendre ce brin d'herbe, le décomposer. Il est vert, le vert est une couleur, il est allongé, les formes on décompose jusqu'à des concepts purs. Et ces deux approches sont très intéressantes. Et il ne faut pas chasser totalement le rationalisme au nom de l'empirisme, et inversement. Parce que ce serait chasser les petites maquettes que l'on se crée dans la tête, dans l'esprit. Et moi je ne veux pas détruire toutes ces petites maquettes, je pense qu'elles existent. La chose, par contre, qui est importante, et pourquoi je suis plutôt empiriste, mais pas un empirisme qui chasserait toute rationalité, c'est que j'estime que le vrai du brin d'herbe est ici. Il est dans le brin d'herbe. Et que c'est le brin d'herbe, la chose la plus vraie à propos du brin d'herbe. C'est-à-dire que la vérité, si on veut une vérité absolue du brin d'herbe, elle est nulle part ailleurs, elle est secrète, elle est intime au brin d'herbe lui-même. Et que nous, on a une petite maquette, on reconstruit une petite maquette de ce brin d'herbe. Et qu'il ne faut pas chasser ces maquettes comme si elles n'existaient pas. C'est ma perception du monde. C'est la réalité de ma perception du monde, la maquette que je me construis du brin d'herbe. Donc je ne veux pas détruire non plus ces maquettes, qui sont, quand on les déconstruit, quand on joue avec ces maquettes, c'est le rationalisme. C'est, tiens, le brin d'herbe, on peut l'associer avec la forme allongée, et donc on peut l'associer au concept, mais là on travaille avec les maquettes de ce brin d'herbe, qui est sa propre vérité, qui détient la clé de sa vérité, qui nous est inaccessible, car jamais je ne vivrai ce que vit le brin d'herbe, je ne serai jamais le brin d'herbe dans sa totalité. Le problème qui se pose par après, c'est que ce rationalisme peut être réutilisé pour instaurer une domination sur les êtres humains. C'est-à-dire que par le rationalisme, on construit des concepts, on construit des idées, et au bout d'un moment, on fait ce que je faisais dans ma première vidéo sur l'idéologie dominatrice. On jette le brin d'herbe, et on dit c'est là qu'est la vérité. C'est ici, c'est dans notre idéologie, c'est dans notre construction. On a reconstruit avec le concept. Et là, on a privé les gens de ce brin d'herbe. Et qui détient les clés de la vérité à présent? C'est celui qui a construit le logiciel de pensée, fait de petites maquettes. Et c'est là que Platon est réutilisé, que ce mécanisme est réutilisé pour faire de la domination, pour dominer les humains. Pour dominer les humains et les priver du monde. Alors le fait qu'ils soient dominés, ça, je ne sais pas si on peut faire grand-chose contre. Il y a toujours un moyen de dominer, que ce soit par l'épée, par l'argent, par les contraintes physiques ou par la pensée. Il y a toujours une domination quelque part. Mais on peut éviter de se faire priver du brin d'herbe. On peut éviter de se faire priver de la chose en soi. Il n'existe pas de meilleur terrain pour faire naître une idéologie dominatrice et totalitaire qu'un terrain où plus personne n'a accès à la moindre chose en soi. Et ce terrain, il existe. C'est une bibliothèque remplie de concepts, dans un bâtiment blanc et aseptisé, entouré par une pelouse tondue, au milieu d'une ville en béton. Et cet endroit est l'endroit du règne de l'idéologie dominatrice. C'est là que l'idéologie dominatrice règne en maître. Elle a supprimé toutes, ou pratiquement toutes, parce que c'est compliqué de supprimer toutes les choses en soi, ça revient à supprimer l'univers. Mais c'est l'endroit où on supprime beaucoup de choses. On aseptise pour ne laisser plus que la rationalité, la raison. Alors la raison en elle-même, elle n'est pas problématique. Le problème, c'est que la raison privée d'empirisme peut faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en empilant des raisons sur des raisons sur des raisons, on peut obtenir quelque chose
qui devient l'inverse du brin d'herbe, qui devient l'inverse de la chose qui aurait pu être observée par l'empirisme. C'est intéressant de parler de Platon, non pas parce qu'on veut contredire un vieux grec de 2500 ans, c'est pas ça l'intérêt. Ce qui est intéressant avec Platon, c'est que c'était un excellent penseur, un penseur incroyable, un génie, et qu'il a pu pousser ses pensées de l'idée, de la chose abstraite, de l'idée d'homme avec un grand H, il l'a poussé jusqu'à la métaphysique. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec Platon, mais il est une clé de voûte pour comprendre tous ceux qui viennent après lui et qui réutilisent la même méthode sans la pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il avait peut-être ce courage ou je ne sais quoi, cette sincérité de pousser, c'est-à-dire jusqu'à aller au monde des idées, qui est transcendant, qui est une chose qui existe en l'absence d'existence. Et c'est pour ça que j'utilise souvent cette question. Est-ce que tu crois que 2 plus 2 est égal à 4 en l'absence du monde? Si 2 plus 2 est égal à 4 en l'absence de tout l'univers, de toute chose qui existe, eh bien, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'idée platonicienne. À savoir que l'idée de 2 plus 2 est égal à 4 n'a pas besoin de l'existence de quoi que ce soit pour exister. Et existe de manière transcendante au monde. Et du coup, si on va s'attaquer, se confronter à cette philosophie de Platon, c'est pas pour attaquer Platon, c'est pour comprendre les mécanismes que tous les autres qui viennent après, qui réutilisent les mécanismes de Platon, ont en réalité derrière eux. Quelle est la métaphysique qu'il y a derrière eux? Et en fait, en arrivant à contredire Platon, ce qui est finalement une chose plus faisable, puisque Platon met tout sur le tapis, il explique tout, toute sa métaphysique. Eh bien, en arrivant à contredire la métaphysique de Platon, en fait, on balaye tous les platonismes, tous les spiritualismes, les uns après les autres, de la chrétienté à l'idéal républicain moderne, à la psychanalyse, tout des choses qui utilisent un ailleurs transcendant pour justifier un ici. Un ailleurs transcendant qui est une vérité qui dépasse l'ici, qui est un mensonge. Et toutes les philosophies qui relèvent de ce mécanisme sont des descendants ou des réutilisations, qu'elles soient volontaires ou non, des mécanismes décrits par Platon. Et c'est en ça que Platon est intéressant. Et je pourrais presque faire une éloge à Platon, dans le sens que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit du monde, ce qu'il a dit de ce qu'était le monde, mais il a eu la force d'aller suffisamment loin pour le dire en entier. Il avait peut-être cette grandeur d'esprit ou je ne sais quoi, qui fait que on peut se confronter à lui. On peut dire, eh bien Platon, merci d'avoir étendu ta réflexion sur la métaphysique, sur le monde, en entier comme tu l'as fait. Car maintenant, moi je peux prendre ma réflexion sur le monde et venir à côté de toi et réfléchir à quelle est ma vision du monde. Et ça me permet de réfléchir. Et quelque part, je pense que Nietzsche, alors je suis pas sûr, mais je pense que Nietzsche avait cette même position. Quelque part, il était heureux d'être tombé sur un ennemi comme Platon. D'être tombé sur une philosophie qui était si éloignée de la sienne. Moi, je suis heureux d'être tombé peut-être sur Platon et sur le platonisme finalement, parce que ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'était l'ici et le maintenant auquel je croyais. Ça m'a permis de me rendre compte que le sens était ici et maintenant. On vit, on existe, on expérimente. Et notre esprit construit comme des petites maquettes qui sont la représentation de ce que l'on vit et ce que l'on expérimente. Des petites maquettes qui sont construites dans notre cerveau. Eh bien, l'acte le plus présomptueux de l'histoire de l'humanité, c'est peut-être d'avoir dit un jour que ces maquettes étaient plus grandes que les originaux. Que ces maquettes, c'est là qu'était le vrai monde, le monde des idées pures de Platon, la vérité révélée et toutes ces choses. Eh bien, c'est peut-être l'acte le plus présomptueux de l'histoire de l'humanité
que d'avoir donné plus d'importance à ces maquettes qu'aux originaux. Et toutes ces maquettes seront détruites quand l'humanité sera détruite. Et les mouches ont des maquettes similaires dans leur esprit. Les fourmis ont créé aussi des maquettes à l'image de leur vie. Les chevaux créent des maquettes à l'image de leur existence. Toutes les choses pensantes créent des maquettes à l'image de leur existence. Et toutes ces maquettes seront balayées par le temps et tout continuera comme si rien ne s'était jamais produit. Elle est le centre de son monde. Elle est le centre de toutes ces maquettes qu'elle s'est fait de la prairie, du ciel, de la tempête, des humains, de la machine à traire. Elle a fait une maquette du monde dans sa tête, n'est-ce pas, petite vache? Meuh! Et certainement qu'elle crée une petite maquette de moi dans leur esprit. Et certainement qu'elle m'associe aux autres êtres humains qu'elles ont déjà vus. Et que ça leur donne envie de faire pipi. N'est-ce pas, vache? Par exemple, dans ma dernière vidéo sur l'éthique et les fourmis, à un moment je dis « Je suis moi avant d'être un être humain ». Je suis moi, c'est-à-dire que je suis moi-même avant de me considérer comme un être humain. Je me considère comme moi avant même d'avoir dit que j'étais un être humain. Et là aussi, je crois qu'on est dans cette opposition entre le matérialisme et le spiritualisme. Parce que l'identité, l'idée abstraite être humain, c'est une idée abstraite. Ça fait partie de ces groupes, de ces, comment on appelle ça, de ces concepts que Platon a émis. L'humain, l'homme, l'idée pure de l'homme. Eh bien, en disant je suis moi avant d'être un homme, peut-être que je suis un homme derrière, je sais pas, mais d'abord je suis moi. En fait, j'affirme ce matérialisme en disant d'abord vient l'expérience du monde, d'abord vient la vie, d'abord vient l'existence. Alors là, on n'est pas centré sur le matérialisme, hein, parce que le matérialisme, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a que ce monde, que la matière, et tout ce qu'on peut imaginer, penser, la pensée elle-même, la conscience, toutes ces choses sont de ce monde, avec les mêmes briques, les mêmes choses. Peu importe que ce soit les atomes, que ce soit des petits clowns qui dansent, peu importe, c'est ces briques qui forment ce monde. Et soit ça peut être la position « il n'y a que ça », soit ça peut être la position « c'est là que je suis », donc c'est à cela que je donne de l'importance. Ces deux positions sont matérialistes. Et oui, je suis moi-même avant d'être un homme. Pourquoi ça s'oppose au spiritualisme? Parce que la catégorie homme, c'est une catégorie abstraite, un regroupement parfait et idéal de tous les hommes, sans être aucun homme lui-même. C'est une catégorie abstraite. Et c'est amusant, parce que Diogène le cynique, qui était un philosophe qui vivait dans un tonneau, qui voulait vivre comme les chiens, d'ailleurs cynique ça veut dire chien en grec. Diogène le cynique, qui a vécu à la même période, théoriquement, il est assez étrange ce personnage parce qu'on n'a aucun texte de lui. Peut-être bien que tout a été brûlé malencontreusement à mon avis, mais on n'a aucun texte direct de lui. Mais il nous est raconté qu'il se baladait à Athènes la nuit, à 3 h du matin, avec une lanterne, et qu'il hurlait dans les rues « Je cherche l'homme! Je cherche l'homme !» Et il allait vers les gens et il disait « Êtes-vous l'homme? Non, vous n'êtes pas l'homme !» Parce que Platon parlait déjà, à cette époque, de l'homme, de l'idée d'homme. Et Diogène, pour se foutre de lui, il se baladait dans la rue et il cherchait l'homme. Et il emmerdait tout le monde en disant « Je cherche l'homme !» Alors que il trouvait jamais l'homme, parce que l'homme, c'est une catégorie abstraite qui n'est aucun des individus hommes. Enfin, aucun des individus humains que nous sommes. Je les entends venir à grands pas, les gens d'internet qui me diront « Oui, mais ton histoire, c'est la porte ouverte aux hommes qui se revendiquent femmes, aux femmes qui se revendiquent hommes et aux hélicoptères de combat qui se revendiquent machines à laver. » Eh bien, non. Ce que je dis, c'est que le monde se produit avant le concept, avant la conceptualisation du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui qui se revendique femme, alors que la société le dit homme, eh bien, il se revendique conceptuellement femme. Alors que la société le revendique conceptuellement homme. Ce qui veut dire que les deux se trompent.
c'est pas qu'ils se trompent, c'est que les deux doivent considérer que leur pensée vient après le monde. Tu ne peux rien penser qui ira contre le monde, car le monde s'est déjà produit au moment où tu penses. Tu peux penser des choses qui vont contre le monde, mais ça ne changera rien à la réalité, à l'être. Ta parole et ta pensée ne changera rien à l'être. Dire et penser ne changera rien à être. C'est-à-dire que ce n'est pas une attaque ni de ceux qui disent que les hommes c'est ainsi et ceux qui disent que les hommes peuvent se revendiquer femmes, etc. Non, c'est une critique de la raison pure. Est-ce que tu te revendiques vache, Madame Vache? Mouh. Je suis un peu emmerdé à... Je suis un peu embêté à attaquer Platon parce que... En réalité, c'est dur de savoir si Platon croyait en une chose transcendante, en des idées transcendantes, ou si Platon croyait qu'il fallait dire qu'il y avait des choses transcendantes pour gouverner. Et du coup, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que Platon, tous ses livres sont passés par la chrétienté, donc on ne sait pas si les chrétiens ont réécrit Platon, ou si les chrétiens ont modifié quelque chose, ou s'ils ont sélectionné les textes. Bon, qu'ils les aient sélectionnés, ça on est à peu près sûr. Du coup, c'est compliqué quand même d'attaquer Platon, mais disons que dans le pire des cas, je m'attaque à un faux Platon qui n'a jamais existé, et finalement ça ne change rien au propos. Épicure, qui était certainement l'un des plus grands sages matérialistes, avait écrit presque 300 ouvrages. 300, c'est assez colossal comme œuvre. Mais on n'en a retrouvé aucun. On n'a aucun ouvrage d'Épicure. Tout ce qu'on a, c'est d'autres gens qui font référence à ces hypothétiques 300 ouvrages. Mais on n'a retrouvé aucun de ces 300 ouvrages. Les seules choses qu'on a retrouvées écrites par Épicure, c'est 3 lettres qu'il avait envoyées à des gens. Je ne sais pas où exactement, mais certainement loin de son lieu d'origine. Ce qui a permis de faire échapper les lettres aux gens qui cherchaient à détruire les écrits d'Épicure. Et qui ont réussi en fait. Malgré ça, Épicure est pratiquement l'un des philosophes les plus connus. En tout cas, si on va vers les gens qu'on leur dit Épicure, ils savent que c'est un philosophe. Et donc, je pense que si les 300 ouvrages d'Épicure n'avaient pas été détruits, ou si les gens qui ont détruit les 300 ouvrages d'Épicure n'avaient pas fait leurs actions, notre civilisation serait vraiment toute autre. En tout cas, notre pensée serait toute autre. Parce que la civilisation, est-ce qu'elle peut vraiment être autre chose que ce qui lui arrive? Mais notre pensée du monde serait vraiment tout autre. Épicure a certainement été détruit par des spiritualistes et il a été détruit pour son aspect matérialiste. C'est certainement sa pensée matérialiste qui a fait détruire ses ouvrages. Mais il faut bien se rendre compte que Épicure est un matérialiste. Il considère que les choses sont faites de ce qu'il y a dans le monde. Mais qu'il n'est pas un matérialiste comme on utilise tout le temps le terme à l'heure actuelle, qui n'est pas du tout la bonne utilisation du terme. Épicure ne voulait pas amasser des objets, Épicure ne voulait pas être riche, Épicure ne voulait pas manger des tonnes et des tonnes de viande. Épicure voulait vivre dans la plus petite simplicité, dans la plus petite possession de choses. Il voulait posséder le moins possible. Il voulait le moins de choses possibles, et il était matérialiste. Ça aurait été, si on avait eu ces 300 livres, certainement le centre de la pensée, un des points centraux de la pensée matérialiste. Et tout ce qu'on connaît d'Épicure avec certitude, c'est-à-dire directement d'Épicure, c'est 3 lettres, dont la lettre la plus importante qui est l'être à Ménécée. Et je pense que c'est vraiment un texte intéressant à lire parce qu'il est super court. En livre audio, ça fait 13 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très court et c'est une lettre qu'Épicure adresse, je crois, à un de ses anciens disciples, il me semble. Et du coup, il lui refait une sorte de synthèse. On a l'impression qu'il lui refait une synthèse sur les points importants de la vie, comment penser la mort, comment penser le bonheur. Et
Du coup, cette lettre, elle est vraiment incroyable, elle est vraiment importante. Platon considère que pour apprendre la sagesse, l'on doit lire des livres, écouter des enseignants, aller à l'école, aller dans une structure conçue par les humains, par d'autres humains sages, pour qu'ils nous enseignent la sagesse, qu'ils nous la mettent là-dedans. Et Diogène, par exemple, qui est un peu le cas extrême, un cas extrême, mais qui est intéressant puisqu'il a vécu en chair et en os face à Platon, donc il a pu lui le dire, il a pu lui le vomir à la figure. Diogène, lui, pensait que la sagesse, on pouvait l'acquérir en observant le monde, en allant dans le monde, dans la nature, dans la forêt, dans la ville, en se baladant, en vivant le monde. Et donc c'est cette opposition entre apprendre les choses et vivre les choses. Je pense que les écoles doivent nous apporter des outils pour comprendre les choses par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut connaître le monde en commençant par l'empirisme, et puis ensuite, peut-être, en construisant des maquettes rationalistes pour nous aider à la future prospective du savoir rationaliste. C'est ce que beaucoup essayent de faire. Mais on peut aussi partir directement dans le rationalisme et construire entièrement de manière rationnelle. Et quand je dis rationnel, ça vous sonne comme vrai dans votre esprit, parce que le mot rationnel est tellement utilisé pour parler de la raison. Mais quand on parle de la raison, ça veut justement dire qu'on s'est privé de cet empirisme. On est dans la raison pure, c'est-à-dire le mécanisme cérébral. Et à partir d'un moment, on peut, suivant comment c'est utilisé, dire ce que l'on veut du monde à partir de la raison. À partir de la raison, l'on peut se détacher complètement des brins d'herbe, des papillons, des arbres, des choses en soi, et en dire ce que l'on veut, absolument ce que l'on veut. Et évidemment, ça pose problème, parce que quand on peut dire ce que l'on veut du monde, l'on peut affirmer notre autorité, à savoir dire la vérité du monde, c'est par moi qu'elle passe, c'est moi qui sait accéder à la vérité du monde. Non, vos fleurs dans vos champs, ce ne sont pas les vraies fleurs, ce sont les fausses fleurs. La vérité est rationnelle, elle est dans mon esprit. Regardez comme je la construis. 2 plus 2 est égal à 4. C'est entièrement dans mon esprit. Et voilà la base du rationalisme, qui dit, mais le vrai savoir, celui sur lequel il faut s'appuyer, c'est celui qu'il y a dans l'esprit. Eh bien, ce rationalisme peut dériver jusqu'à des absurdités gigantesques, des négations de la vie, des négations de l'existence. Ce principe de créer une réalité qui est ailleurs, auquel les gens n'ont pas accès, et de se placer comme l'intermédiaire. Tous les pouvoirs peuvent l'utiliser, tous les gens qui veulent du pouvoir peuvent l'utiliser. Donc, on n'est pas forcément dans un modèle qui consiste à faire la République de Platon. Le platonisme, cette façon de fonctionner, ne cache pas nécessairement la volonté de créer la République de Platon à l'arrière. Et bien, c'est même souvent bien autre chose. Quand par exemple, on crée, voilà, comment on crée une dictature scientifique qui marche sur la science? Eh bien on dit la science est la seule vérité, c'est là-bas que se trouve la vérité. Mais vous n'y avez pas accès, seul le scientifique peut accéder à cette chose. Eh bien là on prend du pouvoir, l'on crée du pouvoir. Ça ne veut pas dire que la démarche scientifique de base est nuisible, est mauvaise et dominatrice. Mais l'on peut créer du pouvoir en rajoutant cette méthode de séparation avec un ailleurs, inaccessible, et en créant l'intermédiaire qui est le scientifique. Pareil pour la religion. Dieu est ailleurs, Dieu est autre chose. Non, vous n'avez pas accès à Dieu. Hors de nous, du prêtre, hors de l'Église. Hors de l'Église, vous n'avez pas accès au divin. Eh bien là, on a rendu le divin abstrait et lointain. Mais peut-être que le divin est autour de nous. Peut-être que la science est autour de nous. Peut-être que la vérité est autour de nous. Peut-être que les choses, intégralement, toutes entières, sont ici, autour de nous. Que cela soit dans les domaines de la science, de la religion, peu importe, de la psychologie,
Voilà, en psychologie, ça donne cela. Votre inconscient est inaccessible, vous ne pouvez pas y accéder. Mais moi, le psychanalyste, si vous me payez grassement, je vous donnerai accès à cet inconscient. Mais vous ne pouvez y accéder seul. Seul par moi, vous accédez à cette transcendance. Vous accédez au vrai cerveau, au vrai esprit. Mais non, peut-être que l'esprit, il est juste là. Peut-être qu'il est la chose la plus proche de nous, que rien n'a jamais été aussi proche et qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Moi, je considère que le monde, voilà, l'arbre, est un ensemble d'atomes, un ensemble de choses élémentaires qui envoient, qui réagissent sur mon cerveau, et mon cerveau va recréer une petite maquette de l'arbre. Donc mon premier vécu, c'est ça, c'est ce rapport entre cet ensemble et la maquette que je vais créer de cet ensemble dans mon esprit. Et ça, c'est mon vécu direct. Et donc c'est là que Diogène dirait, selon mon modèle, c'est là que Diogène dirait, bah là c'est là qu'on apprend. C'est quand je vis à travers les choses, je me balade, je regarde les choses, je vis le monde. Ce que Platon dit, c'est non, cette maquette c'est la plus fausse que tu puisses trouver. Platon, il veut aller dans des maquettes qui ont été refaites, des maquettes, reconstruit, le plus loin possible à l'intérieur des maquettes. Alors moi, dans mon modèle, on ne peut pas aller jusqu'où Platon veut aller. Parce que Platon, il veut aller plus loin que la plus lointaine des maquettes. À savoir, la maquette transcendante, qui est d'un autre monde, qui est ailleurs. Alors ça, moi, dans mon modèle à moi des maquettes, il n'y a pas un moment où les maquettes, elles sont autre chose. Donc, selon mon modèle, quand on suit la pensée de Platon, en fait, on suit une maquette la plus éloignée possible de l'arbre qui est là. C'est la plus abstraite des maquettes de l'arbre que l'on va apprendre. Et donc bah là on voit bien que je suis plutôt dans la position de Diogène, à dire bah c'est l'arbre qui porte le savoir qu'il peut nous enseigner en lui, et non ce que l'on va dire de lui. Et c'est pour ça que j'ai par exemple cette opposition, cette réflexion souvent sur les mots. Il n'y a rien de plus éloigné de l'arbre que le mot que je lui donne, l'arbre. Eh bien, on est dans la même catégorie que l'homme avec un grand H. Il n'y a rien de plus éloigné que cela. La chose la plus éloignée de cela, c'est l'homme avec un grand H. C'est la même représentation de moi, mais la plus éloignée que l'on puisse imaginer, celle qui est transcendante. Eh bien, Platon considère que c'est là que se trouve le savoir, et Diogène, et plein d'autres. Hein. Diogène, c'est peut-être le plus extrême, parce que Diogène, avec sa philosophie, on finit dans un tonneau à courir avec les chiens. Mais pourquoi pas? C'est pour cette raison aussi que je pose la question, doit-on dire le monde? Doit-on dire le monde ou doit-on le vivre? Et je pense que beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que je me pose cette question qui a l'air totalement absurde, de prime abord. Mais c'est le même thème, c'est vivre le monde. C'est la chose la plus concrète, c'est la chose la plus proche du monde que je puisse faire. Alors que dire le monde, c'est une maquette, c'est réutiliser une maquette, c'est construire des maquettes, des constructions dans mon esprit. Et donc, je me dis, mon Dieu, il ne faut pas dire le monde. Je ne veux pas être dans des maquettes, je veux être le plus proche possible du monde. Sauf que là, il faut éviter de rentrer dans ce travers, de balayer toutes les maquettes. Parce que toute notre perception est faite de reconstruction que l'on a. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette réponse qui est, il faut dire le monde, mais rester fidèle à lui. C'est-à-dire que l'on peut raconter les choses. L'on peut même parler des maquettes. Quand je parle d'une histoire que j'ai inventée, c'est intégralement une maquette construite à partir d'autres maquettes. Quand je dis par exemple, quand je vois un lièvre, tac, ça me construit l'idée du lièvre. Je vois une flaque d'eau, tac, ça me construit l'idée d'une flaque d'eau. Et bien, ensuite, je peux construire une nouvelle maquette encore plus profonde, qui est le lièvre dans la flaque d'eau. Eh bien, il ne faut pas balayer de la main ces maquettes. Elles existent, elles sont là, dans mon esprit, pour de vrai, véritablement, ici. Donc il ne faut pas les balayer comme si on méprisait un bout du monde. Il ne faut pas mépriser ce bout du monde. Par contre, il faut rester fidèle au monde. C'est-à-dire que ma maquette de lapin, je ne vais pas dire que c'est le lapin.
Et je ne vais surtout pas dire que le lapin est faux. C'est un faux lapin. Seule la maquette, et même plus que la maquette transcendante du lapin est vraie. Ça, c'est une forme de trahison envers le monde. Et c'est pour ça qu'à la question « faut-il dire ou vivre le monde ?», eh ben, je charogne un peu et je finis par dire « il faut dire le monde, mais il faut rester fidèle à lui ». J'aime montrer des choses, j'aime montrer la nature, la campagne, la montagne, les nuages autour de moi. Car en faisant ça, je recrée un lien, si possible, plus proche avec les choses qui sont, les choses qui vivent, le vécu des choses. Et c'est aussi pour cela que j'aime improviser mes paroles. Même si pour le coup, celles-là, bon, elles sont improvisées, mais elles sont réfléchies depuis longtemps, retravaillées, remalaxées. Mais elles sont improvisées tout de même. Là, je ne lis pas, je n'ai jamais écrit ce que je dis. Mais c'est pour ça que j'aime faire mes vidéos comme je l'ai fait. Et mes vidéos comme je l'ai fait sont déjà une éloge de ce matérialisme. Le monde des idées est en fait un refus de l'ici. Platon crée un monde absolument gigantesque et transcendant, immuable, avec une idée de bien. Par exemple, chez Platon, il y a le bien. Et si tu ne fais pas le bien, ce bien-là, c'est que tu es dans le mal. Mais c'est pas chacun son bien, chacun sa perception. Il y a un bien transcendant et universel. Il y a une vérité transcendante et universelle. Et cette méthode de donner un point, un vrai transcendant qui dépasse tout, qui n'est pas fait de matière, c'est le meilleur moyen pour instaurer une idéologie dominatrice. Quand on a un bien indépassable, que rien ne peut être autre que ce bien et que c'est le bien universel, tout est justifié pour ce bien. On peut tout justifier pour accomplir ce bien. Et quand ce bien est placé dans l'extrême lointain, à savoir là où rien ni personne peut aller le contredire, tout peut être mis en place pour ce bien. Mais c'est le pouvoir pris par ceux qui nient le monde, qui disent ce monde est faux, la vérité est ailleurs. Et donc forcément, ça apporte des négations du monde, du nihilisme, du rejet du monde, du rejet de l'ici, de l'instant, de l'être, du rejet du vivant. C'est une philosophie qui rejette la vie, qui rejette l'existence. Le propos du matérialiste, c'est de dire que cette chose qui compose le monde, c'est là que se trouve... pour moi, c'est tellement une évidence que ça me paraît même bête de dire, mais cette chose qui compose le monde est la chose qui compose le monde. Et qu'il n'y a pas d'autre chose abstraite, faite de rien du tout, qui sert à composer le monde. Selon la pensée matérialiste, tout est fait de matière. L'amour, l'amitié, la vengeance, la passion, la justice, toutes ces choses, aussi abstraites soient-elles, l'âme, le rêve, la poésie, tout cela est une structuration de matière. Tout cela est de la matière. Mais cela n'enlève rien du tout de la poésie qu'il peut y avoir dans le monde. C'est juste que la poésie est de la matière. Et en soi, ce n'est pas spécialement utile de penser à cela. Mais c'est utile si ça peut nous éviter de tomber dans les travers de la pensée platonicienne, qui crée des absolus, qui se mettent à gouverner de manière absolue notre monde, notre pensée, qui se mettent à dicter des morales universelles, des principes universaux, des choses indépassables, indestructibles, transcendantes, qui sont comme des monolithes de diamants infiniment gigantesques qui se posent sur notre plaine et que l'on ne peut plus bouger, qui sont
si gigantesques qu'ils écrasent toute possibilité autre qu'eux. Et c'est ce qui fait, par exemple, je vais dire quelque chose dont j'ai déjà parlé, que les Romains concevaient l'amitié, réfléchissaient sur l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Combien on peut avoir d'amis? Est-ce qu'avoir 3 amis c'est bien? Est-ce qu'avoir plusieurs amis c'est bien? Est-ce que ne pas avoir d'amis du tout c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs amis? Parce qu'avoir plusieurs amis ça veut dire trahir son premier ami, etc. Toutes ces questions, tout ce questionnement philosophique, tout ce questionnement de la sagesse, de comment vivre, de comment exister, eh bien tout cela est écrasé par le monolithe de la pensée platonicienne qui est transportée dans la chrétienté, chez les Romains qui sont devenus chrétiens. L'amitié, c'était l'humanité. On est amis avec l'humanité. On est frères en humanité. Et la sagesse a été écrasée par un monolithe de diamants, d'une infinité de tonnes, qui vient écraser la pensée, qui dit non, l'amitié, c'est l'amitié avec l'humanité de manière transcendante, on est frères, etc. Voilà, pour illustrer l'aspect monolithique et destructeur de sagesse de la pensée platonicienne et du spiritualisme. Enfin, c'est pas et du spiritualisme. Il faut bien comprendre que quand je dis spiritualisme, c'est la pensée platonicienne. Les écrits d'Épicure ont tous été brûlés. Platon a ancré notre civilisation dans un spiritualisme. La chrétienté l'a peut-être accentué encore. Le spiritualisme éclate en tous sens. Dieu est mort, comme pourrait dire notre ami Moustachu. Dieu est mort et des mouches grouilleront sur son cadavre encore longtemps. Nous sommes comme livrés sans sagesse dans un monde qui n'a plus de sagesse. Les spiritualistes essayent de reconstruire des petits châteaux de cartes fragiles. Il est temps peut-être de reconstruire une sagesse matérialiste. De reconstruire la sagesse matérialiste que l'on avait dans l'Antiquité. Je crois qu'on peut absolument concevoir un monde matérialiste. On peut concevoir un monde matérialiste en ne reniant jamais ni la rêverie, ni la fantaisie, ni la magie de la découverte, ni la magie des choses inconnues, ni toutes les choses mystérieuses, inexplicables dans l'esprit humain, dans le monde, dans la nature. On peut tout à fait concevoir un monde matérialiste en évitant ce mensonge de Platon. Ce mensonge de Platon et de tous les spiritualistes qui nous font partir loin du monde, loin de ce qui est fort, loin de là où se trouve réellement la découverte, le mystère, la rêverie, la vraie, celle qui est là, celle qui est ici. Pas le lointain qui nous fait s'échapper, qui nous fait nier le monde. Et quand je dis les spiritualistes et Platon, je ne vise pas que Platon et la chrétienté. Je vise aussi tous les idéalistes modernes, tous ceux qui créent des catégories abstraites du type mâle, blanc, dominateur, cisgenre, blablabla. C'est exactement comme l'homme de Platon. Avec ce terme, on ne sait pas ce que c'est une abstraction totale, ça n'existe pas, personne n'est ça. Les gens sont eux-mêmes avant d'être n'importe quelle de ces catégories. Les gens ont une vie, une existence, ont un ressenti avant la moindre de ces catégories. Exactement comme avant la moindre des considérations morales, le monde existe avant toute considération morale et avant toute abstraction. L'abstraction vient après, la considération morale vient après. La considération morale et l'abstraction est une petite maquette que l'on se fait dans le cerveau. C'est une petite maquette faite de matière, puisque je vais décrire le monde matérialiste. La considération morale que j'ai sur une action, ou le terme mâle, blanc, dominateur, ces termes, ces choses, ces idées sont des petites maquettes reconstruites dans l'esprit.
Ce sont des petits facsimilés, comment on dit, des petites recopies de choses que l'on a cru voir dans le monde, de choses que l'on peut voir, des choses que l'on imagine, et l'on reconstruit ça dans notre tête. Mais le monde, lui, s'est déjà produit. Alors, là où faire de la philosophie, chanter, rêver peut tout de même avoir lieu, c'est que ces petites maquettes existent dans notre tête. Pour de vrai, vraiment, elles existent, elles sont là. Mais le monde a lieu avant. Le monde a lieu avant ces maquettes. Toutes les retranscriptions que je fais du monde, par exemple, tiens, les vaches sortent de derrière l'arbre. Eh bien, on pourrait dire, ah, mais c'est un concept que tu fais, les vaches qui sortent derrière l'arbre. Oui, c'est une reconstruction dans ma tête d'un phénomène qui a déjà eu lieu dans le monde. Et je vous lègue des mouvements de matière qui vous permettront d'à votre tour reconstruire une petite maquette encore moins fidèle que celle qui était déjà très peu fidèle dans mon esprit, que vous pourrez reconstruire dans votre esprit des vaches qui sortent de derrière l'arbre. Je sais pas pourquoi je hurle pour expliquer ces choses. C'est l'enthousiasme de se rendre compte que le monde est ici, à notre portée, que le sens est ici, le sens du monde est la chose la plus proche de nous. Rien n'a jamais été si proche